La Tour Eiffel, une reconstitution de la Bastille, un ballon géant au-dessus de Paris. En 1889, lors de l'Exposition universelle, la France fête le centenaire de la Révolution française. C'est un moment particulier où des millions de visiteurs venus du monde entier se rendent dans la ville lumière. Bienvenue sur Sourciae, et aujourd'hui, on va commencer une série de vidéos sur l'Exposition universelle de 1889 en abordant aujourd'hui la genèse de l'exposition. Mais au fait, qu'est-ce qu'une exposition universelle? Les expositions universelles sont une manifestation où les industriels, d'abord, puis de nouveaux acteurs, viennent présenter différents produits dans le but de les faire découvrir, connaître, primer. L'ancêtre de ces expos universelles sont d'ailleurs ce que l'on appelle les expositions industrielles, qui sont créées en 1798 à l'initiative de François de Neufchâteau, alors ministre sous le Directoire. En effet, après la Révolution, il veut relancer l'industrie française et espère créer une émulation de celle-ci. Ces expositions se tiennent ainsi de 1798 à 1849. Ces manifestations, qui se situent à Paris, sont des expositions nationales où ne participent que les marchands et industriels français. La première exposition universelle se déroule en Angleterre en 1851. L'Angleterre qui, dans le même temps, dispose de ses propres expositions industrielles nationales, révolutionne ce type d'exposition en ouvrant leur participation à tous les pays qui souhaitent y participer. Il s'agit ici de la première exposition internationale qui porte le nom de Great Exhibition of All Nations. Ici, l'universalité est définie par le fait que tous les pays puissent participer à l'exposition. Un deuxième sens au mot universalité est ajouté en 1855 lorsque la France organise une exposition universelle. Cette exposition va ajouter aux produits de l'industrie habituellement seulement présentés les produits issus des beaux-arts et les produits issus de l'agriculture. Ces deux expositions vont définir ce qu'est une exposition universelle. Une exposition où tous les pays peuvent venir participer et présenter l'ensemble des produits de l'industrie à l'alimentation. Ces expositions se multiplient au XIXe siècle, si bien que Flaubert désigne les expositions comme un sujet de délire du XIXe siècle dans son dictionnaire des idées reçues. Il est vrai que les expositions universelles prennent alors une place particulière au milieu du XIXe siècle. On peut compter pas moins de 14 manifestations de ce type partout sur le globe si on choisit d'utiliser des bornes chronologiques qui vont de 1851 à 1900. Mais on peut aussi en recenser jusqu'à 18 si on adopte les bornes chronologiques du grand 19e siècle qui s'étirent jusqu'en 1914. De nombreuses expositions ont donc lieu au cours du 19e siècle. Différentes villes accueillent ce grand événement, ce qui suppose une organisation très importante. La création de l'exposition. C'est dès la fin de l'exposition universelle de 1878 que la date de l'exposition universelle française suivante est choisie. Et c'est 1889 qui est retenue. En effet, c'est une date hautement symbolique puisque c'est le centenaire de la Révolution française avec en toile de fond les conquêtes sociales qui en découlent. C'est le 8 novembre 1884 que Maurice Rouvier, ministre du Commerce, publie un décret ordonnant l'ouverture d'une exposition universelle et internationale des produits industriels du 5 mai au 31 octobre 1889. Par la même occasion, il crée une commission d'études composée de 33 membres. Le 10 mars 1885, la commission d'études présente au ministère du Commerce un rapport sur le choix de l'emplacement de l'exposition. Ainsi, l'exposition aura lieu sur le Champ de Mars, le Trocadéro, le Quai d'Orsay, les Invalides et le Palais de l'Industrie. Le 3 avril 1886, la Chambre des députés est saisie par le gouvernement pour se prononcer sur le projet de loi autorisant définitivement la tenue de l'exposition universelle et y fixe les moyens qui y seront alloués. Le projet est combattu par une partie de la droite, mais est adopté à une large majorité. C'est donc le 6 juillet 1886 qu'est promulguée la loi autorisant l'exposition. Le 28 juillet 1886 est publié le décret organisant les services et nommant les 3 directeurs généraux de l'exposition. On retrouve Jean-Charles Alphand comme directeur des travaux, Georges Berger comme directeur de l'exploitation et M. Grison, directeur des finances. Enfin, le règlement général de l'exposition est établi via l'arrêté du 26 août 1886 émis par le ministère du Commerce. Le 17 mars 1887, l'ambassade de France
commence à envoyer les premières invitations de participation à l'exposition universelle aux pays étrangers. On peut noter que les organisateurs de l'exposition appartiennent tous à un même milieu d'ingénieurs et de polytechniciens. Par exemple, Georges Berger, ingénieur des mines, était déjà responsable de la section étrangère de l'exposition universelle de 1878. Jean-Charles Alphand est une figure, puisqu'il s'agit du plus grand aménageur de son siècle, selon Pascal Horry, étant à l'origine des bois de Boulogne et des bois de Vincennes, mais aussi des parcs des Buttes-Chaumont. On y reviendra dans une prochaine vidéo. Évoquons plutôt comment sont présentés tous les produits exposés. La présentation des produits. On l'a dit au début de la vidéo, les expositions universelles ont pour but de présenter un ensemble très diversifié de produits. Pour atteindre ce but, les expositions universelles s'attardent à classer les objets exposés. De fait, classer les différents objets aux applications les plus diverses donne le sentiment aux organisateurs d'embrasser la totalité de la production humaine dans quelques milliers de mètres carrés. Pour ce faire, deux méthodes existent. La première consiste à regrouper les produits par cohérence géographique en regroupant tous les produits d'une région, d'un pays ou d'un même inventeur ensemble. Cette méthode d'exposition, si elle permet de mettre en avant le pays ou le groupe qui l'expose, a l'inconvénient de rendre très difficile la comparaison entre plusieurs produits similaires. La seconde méthode rassemble cette fois-ci les produits en fonction de leur nature, de leur utilité, de façon thématique en ignorant leur origine. Cette méthode permet des comparaisons, autorise plus aisément de classer les produits, de leur attribuer des prix. C'est cette seconde méthode qui est utilisée lors des expositions universelles. Les directeurs généraux ont choisi de réunir les produits de chaque pays par groupe ou par série de groupes. On retrouve donc le premier groupe des œuvres d'art, le deuxième groupe sur l'éducation et l'enseignement, le troisième sur le mobilier et les accessoires, le quatrième groupe sur les tissus, les vêtements, le cinquième sur les industries extractives et les produits bruts, le sixième sur l'outillage et les procédés des industries mécaniques et de l'électricité, le septième sur les produits alimentaires, le huitième sur l'agriculture, la viticulture et la pisciculture, le 9e sur l'horticulture, et enfin deux expositions spécifiques, la première portant sur la rétrospective du travail et des sciences anthropologiques, et la seconde sur l'économie sociale. Ces produits sont présentés dans les différents pavillons situés dans toute l'enceinte de l'exposition universelle. Si tu es encore là dans la vidéo, c'est que tu l'apprécies, alors tu peux mettre un j'aime et soutenir la chaîne en t'abonnant. Je te remercie. Les expositions universelles ont donc pour but de classer et de présenter des produits, de soutenir l'industrie. Elles ont toutes en commun la philosophie saint-simoniste. Le saint-simonisme et le progrès. Cette philosophie peut se résumer en 3 mots. Optimisme, industrialisme et paternalisme. L'idéal du saint-simonisme a pour but de fonder une société basée sur l'expertise des membres compétents qui la composent. Il s'appuie donc sur les industriels, les intellectuels, les scientifiques, mais aussi les ouvriers. Les grands principes de ce nouvel ordre social seraient fondés sur la paix et la bonne entente entre les peuples. Les expositions universelles réunissent toutes les nouvelles connaissances, réunissent un grand nombre de visiteurs venant des 4 coins du monde, et ce sont des fêtes du progrès. Dans ces différentes strates que je viens d'énoncer, on peut retrouver l'idéal saint-simonien. Les expositions universelles sont donc des fêtes du progrès, dans une époque où cette notion de progrès est importante. Ces manifestations sont ancrées dans ces idéologies, avec le saint-simonisme que nous venons d'évoquer, ou encore la pensée positiviste d'Auguste Comte, qui voit dans le progrès la capacité d'améliorer les sociétés humaines. L'exposition universelle de 1889 se déroule l'année du centenaire de la Révolution française. C'est l'occasion pour la France républicaine de se montrer sous son meilleur jour. Mais cela va aussi entraîner des tensions diplomatiques, ce que nous verrons dans une prochaine vidéo. Nous avons vu dans cette vidéo qu'organiser une exposition universelle demandait des ressources importantes et était un processus décidé sur un temps assez long. Dans les prochaines vidéos, nous attarderons sur différents aspects des expositions universelles. C'est maintenant la fin de cette vidéo. Si tu as apprécié, eh bien, tu peux mettre un j'aime et t'abonner pour voir plus de vidéos de sourcillerie. Je te remercie.